Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on rencontre les gens les plus intéressants de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai le plaisir pour ce 80e épisode de recevoir Bruno Soulez, le CEO de l'agence numérique Cosa Vostra, et aussi l'animateur, créateur du podcast IFTTD, qui est dédié au développement. Mais vous allez voir que Bruno a plein de choses hyper passionnantes à nous raconter sur le no-code et sur son rôle de CEO. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'entretien et on se retrouve après pour un petit débrief. Salut Bruno, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de Contournement. Tu es le directeur des opérations de l'agence Cosa Vostra, le CEO, comme on aime dire dans l'univers des startups. Et du coup, j'ai l'immense privilège d'enregistrer cet épisode dans votre studio, où tu enregistres également ton podcast IFTTD sur le dev, mais aussi là où est enregistré Génération Do It Yourself, que nos auditeurs connaissent sûrement. D'ailleurs, j'espère qu'ils connaissent aussi ton podcast, évidemment. Comme ça parle de code, c'est un peu moins sûr, mais peut-être qu'après, en tout cas, cet épisode, ils s'y mettront. Voilà, je finis avec mon intro, parce j'ai hâte de parler justement, qu'on parle de ton parcours, ton rôle chez Cosa Vostra, no code, dans tout ça évidemment, le code aussi un peu peut-être, et puis même un peu d'entrepreneuriat s'il nous reste du temps. Avant d'attaquer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Déjà, merci Alex de m'inviter sur ton podcast. Bienvenue effectivement dans nos studios. On fait pas mal d'enregistrements effectivement ici. Donc tu as cité effectivement IFTTD, tu as cité Génération Do It Yourself. Il y a aussi Le Panier, je pense que c'est un podcast qui pourrait être intéressant pour tes auditeurs, quand on parle de e-commerce. Après, il y a aussi Mediarama, où on parle plus là du monde de la presse, donc peut-être moins intéressant pour tes auditeurs. Mais donc voilà, on fait effectivement beaucoup de podcasts. C'est un format dans lequel on croit beaucoup. Donc c'est avec plaisir qu'on te reçoit ici dans un de nos studios. Pour me présenter, donc effectivement, donc je m'appelle Bruno. Moi, j'ai eu une carrière assez classique et en même temps assez originale, dans le sens où, comme beaucoup de développeurs, j'ai commencé à développer quand j'étais très jeune. Mes premières lignes de code, je les ai écrites quand j'avais à peu près 12 ans. Donc c'était assez évident pour moi très tôt que je voulais faire du dev. J'en ai fait du coup pendant mon collège, mon lycée. J'ai gagné mes premiers dollars grâce au dev. J'étais en fin de collège. Donc c'est quelque chose que j'ai fait assez tôt. Donc de manière assez naturelle, je me suis tourné vers une école d'ingénieur en dev. J'ai du coup après pas du tout fait du dev en premier job, parce que j'ai d'abord été commercial, puis après j'ai été RH. Après j'ai créé quelques startups où là du coup je suis revenu dans le dev. Et j'ai réalisé en fait à quel point j'aimais ça et à quel point ça me manquait. Donc je suis devenu après CTO de plusieurs startups pour arriver du coup il y a pas très longtemps, il y a un an et demi maintenant comme déjà, COO, donc directeur des opérations effectivement chez Cosa Vostra, qui est une agence digitale. Donc j'ai encore changé de métier, je me suis à nouveau éloigné du code. Et donc voilà ma fonction principale aujourd'hui, avec l'animation du coup d'un podcast qui s'appelle effectivement IFTTD, donc If This Then Dev, qui est un podcast du coup qui est très orienté dev, où je parle de différentes technos de dev ou différentes technos de manière générale pour l'ensemble des devs toutes les semaines. Super, merci pour cette intro. Il y a un truc qui est un peu constant dans ton parcours, c'est que tu as fait justement tous ces allers-retours avec le dev. Et du coup, moi, j'aimerais bien parler justement de ton poste de CEO et de voir comment justement ce parcours t'a amené là. Et est-ce que tu penses que c'est une richesse ? Enfin, là où j'ai envie de voir, c'est quelles sont un peu les qualités d'un bon CEO, qu'est-ce que c'est que ce métier ? Donc voilà, peut-être avant qu'on aille là-dedans, je vais faire un boucle arrière, mais qu'on comprenne quand même Cosa Vostra. Qu'est-ce que vous faites déjà ici, très rapidement Alors Cosa Vostra, on est une agence digitale, pour résumer très sommairement ce qu'on fait. Et donc en fait, on accompagne des clients dans leur transformation digitale, ou dans une stratégie digitale qu'ils peuvent avoir. On va les accompagner. On peut faire que de la réalisation d'une stratégie qui a déjà été écrite et préparée par le client, mais c'est pas là où on est les meilleurs. Là où on est les meilleurs, ça va être vraiment sur la conception globale d'une stratégie qu'on va du coup pouvoir créer, dessiner et après déployer avec le client. Et donc on a des métiers de création de contenu, notamment ce qu'on fait avec le podcast aussi aujourd'hui pour beaucoup de clients. On a de la création de contenu plus traditionnelle avec des articles, ce genre de choses. On a toutes des compétences aussi créatives type UX, UI de manière assez classique, et toute une équipe de dev qui nous permet du coup vraiment d'intervenir sur tous les aspects d'une stratégie digitale chez un client, et donc d'intervenir sur tout partie en fonction de ses besoins. Et sur l'équipe technique, justement, juste pour avoir une idée des proportions, combien vous avez de devs, par exemple ? Aujourd'hui, on a un petit peu moins d'une trentaine de devs.
répartis entre Paris, Bordeaux et Tunis. Parce qu'en fait, on a 4 bureaux à Cosa Vostra. On a Paris, Tunis, Bordeaux et Londres par ordre de taille. Et donc, les devs sont entre la France et la Tunisie. Ok. Beaucoup de travail à distance, du coup. Enfin, de collaboration, on va dire. Oui, après, le contexte nous a aidé à accélérer tout ça. Mais effectivement, on a toujours été sur cet ADN effectivement de travail à distance, pardon. Donc on s'est assez bien fait au contexte sanitaire. Okay. Ça c'est peut-être un truc sur lequel on reviendra parce qu'il y a forcément toute une notion un peu d'outillage là-dedans, je pense qu'on pourra évoquer. Ok, et alors donc toi, ton rôle, plus précisément, si tu dois expliquer peut-être le métier de CEO, qu'est-ce que c'est ? Alors, COO ou directeur des opérations, comment est-ce qu'on pourrait raconter ça ? En fait, l'objectif du COO, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise soit, on dit, en ordre de marche pour réaliser la vision ou la stratégie qui a été faite par le CEO. Donc, c'est grosso modo ça. Après, tu as des fonctions qui vont varier. Je pense que tu as à peu près autant de COO que tu as d'entreprises qui en ont. Moi, aujourd'hui, mes fonctions chez Cosa Vostra, déjà, ça va être de travailler avec Laurent pour définir justement la stratégie qu'on a chez Cosa Vostra, gérer tout l'aspect ressources humaines pour qu'effectivement les équipes soient structurées, soient en place, que tout le monde aime faire son taf et tout le monde aime le truc au quotidien, s'assurer que tout le monde ait les outils qu'il faut pour bosser au quotidien. S'assurer que ces outils peuvent remonter suffisamment d'informations à la direction et descendre suffisamment d'informations à l'ensemble de l'entreprise aussi pour que tout le monde puisse du coup avoir les bonnes infos et travailler comme il faut. S'assurer qu'on ait suffisamment d'argent en banque, qu'on facture les clients, enfin tu vois, toute une gestion de la compta, s'assurer que tout le monde soit heureux au quotidien. Enfin bref, c'est faire à peu près tout ce qu'il faut pour que les gens en fait n'aient qu'à se concentrer sur leur taf au quotidien et que ça déroule et que ça se passe bien. Un rôle vraiment stratégique. Ouais. Est-ce qu'il y a des études qui mènent à ça ? Est-ce que tu sais, c'est quoi les parcours ? Parce que c'est quand même un job finalement relativement récent. Enfin, en tout cas, dans la vision peut-être un peu start-up, parce que peut-être que ça existe depuis très longtemps. Ah oui, la notion de directeur des opérations, c'est ouais. quelque chose qui existe depuis longtemps. En fait, je pense que tu as des cursus de formation qui peuvent aider en fonction des secteurs dans lesquels tu vas bosser. Tu vois, je pense que par exemple dans la grande distrib, le secteur est quand même très spécifique et du coup fait que tu as des gens qui ont des entraînements en logistique ou ce genre de choses. Après, je pense que dans beaucoup de boîtes, c'est des métiers en fait qui sont très basés sur c'est de l'organisation, c'est de l'organisationnel, c'est de la stratégie d'entreprise, c'est de l'organisation d'entreprise. Donc tu peux venir un petit peu partout en fait. Tu vois, t'es plus une expérience qu'il faut réussir à acquérir pour arriver là qu'un diplôme en particulier, je pense. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a l'impression, moi. C'est ça un peu. C'est pour ça aussi des fois qu'on utilise beaucoup plus CEO que directeur des opérations, parce que directeur des opérations, on a un peu cette vision logistique à l'ancienne. Je sais pas, moi si tu me dis ça, tu vois, suivant la boîte dans laquelle on va désigner ce poste, alors que toi t'as un parcours plutôt, t'as une majeure quand même technique quoi, côté un peu ce dev, ce background technique, et puis que t'as mélangé avec différentes expériences, comme tu dis finalement. Mais est-ce que ça c'est pas vrai un peu dans plein de métiers aujourd'hui ? Quand on voit tous les gens, comment les gens se reconvertissent, est-ce que finalement c'est la richesse des expériences qui devrait pas prévaloir sur les diplômes ? Ah bah complètement, moi je suis complètement aligné avec ça. Et d'autant moi avec mon parcours, j'ai eu cette chance de pouvoir changer de métier plusieurs fois. Il y a des challenges qui m'ont été présentés que j'ai saisis à chaque fois. Et oui, pour moi le diplôme, ça a pas tant d'intérêt que ça par rapport à ce que l'expérience apporte. Et quand je me souviens à ce que j'ai pu apprendre en école d'ingénieur, par rapport à ce que j'ai appris sur le terrain après derrière, ça n'a aucune commune mesure. Donc moi, dans tous les recrutements que j'ai faits, le diplôme pour moi importe peu en fait. Et quelqu'un qui a fait HEC ne va pas m'impressionner parce qu'il a fait HEC, quoi. Ouais, on est bien d'accord. On sort un peu du contexte, mais justement pour revenir un peu sur, venons-en vraiment au no-code finalement, parce que je pense que c'est que les gens attendent et puis moi aussi j'ai envie d'en savoir plus. Est-ce que tu as des exemples, peut-être, pour commencer directement très concrets, de process, de choses que vous avez automatisées ? Quel est votre usage un peu quotidien, mais peut-être avec quelques exemples un peu concrets Alors, l'usage du no-code chez Cosa Vostra, le premier usage, ça a été de pouvoir centraliser parce qu'on utilise beaucoup d'outils chez Cosa Vostra. On utilise Pipedrive pour la gestion du pipe client,
du pipe prospect, pardon. On utilise celle-ci pour tout ce qui est facturation et comptabilité. On utilise un outil développé en interne pour la gestion des timesheets. On a Payfit avec la gestion des congés et compagnie. Donc tu vois, on avait comme ça une petite galaxie d'outils qu'il est parfois difficile de faire communiquer sans souvent tu te retrouves à faire de la double saisie parce qu'en fait tu passes d'un endroit à un autre, donc tu dois ressaisir. Et donc en fait le no-code est arrivé pour ça, en fait, pour faire ces synchronisations entre ces différents outils. Et donc moi quand je suis arrivé, c'était très sommaire les applications donc c'est Integromat nous qu'on utilise chez Cosa Vostra. Et donc il y avait je crois 3 ou 4 scripts qui tournaient, qui permettaient de faire le passage de Pipedrive vers celle-ci et de redescendre les informations vers un ensemble de tableaux Excel à l'ancienne pour du pilotage pour Cosa Vostra. Et du coup, depuis que je suis arrivé, ça s'est énormément étoffé. Juste pour revenir sur un point, tu parles de script, donc c'est des choses qui avaient été développées. Je parle de scénario Integromat qui avait été créé pour. Ah d'accord, donc quand même, même avant, il y avait déjà un petit peu d'usage d'Integromat. Voilà. D'accord. Et du coup, il y avait, je pense qu'il y avait 2-3 scénarios qui étaient assez sommaires, parce qu'il y a genre un des scénarios par exemple qui faisait la somme des soldes des différents comptes en banque de Cosa Vostra pour que la direction voit le niveau de trésorerie chaque jour. Tu vois, qui est pas impressionnant en termes de fonctionnalité, mais qui en fait au quotidien te permet de voir en fait où t'en es, et qui est du coup un truc important qui existe encore aujourd'hui. Hein. C'est juste que moi je l'ai refait, il est un peu plus propre aujourd'hui, mais il est toujours là. Et donc après ça, c'est des choses que j'ai beaucoup étoffé depuis que je suis là, pour inclure des process qui ont été du coup créés et mis en place dans des scénarios Integromat. Un des plus conséquents aujourd'hui de process, c'est quand quelqu'un rejoint Cosa Vostra. Du coup, j'ai un process qui fait une centaine de points, qui va du coup créer ces différents accès sur les différents outils qu'on utilise en fonction du type de recrutement, qui va prévenir le manager, qui va créer les contrats, enfin qui va préparer les contrats, pardon, et qui va le rentrer dans tout un scénario aussi d'onboarding parce qu'on a un onboarding qui est assez, qui est, je pense, assez quali. On fait en sorte que les gens soient heureux de rejoindre Cosa Vostra et que ça se passe bien dès le premier jour. Et donc pour ça, on a un ensemble de tâches à mener. Et donc voilà, c'est tout ça. Ça gère toute une communication entre les différentes personnes qui vont intervenir pour être sûr que tout soit opérationnel le jour où la personne arrive, quoi. C'est intéressant parce que le sujet de l'embarquement, de l'onboarding, c'est hyper important d'un point de vue humain. Et intuitivement, moi, ça me paraît logique. Pardon, ce que vous avez digitalisé, ce que vous avez automatisé, va venir servir finalement, simplifier la vie peut-être des RH pour qu'il ou elle se concentre plus sur justement la partie humaine de cet embarquement, quoi. Alors en fait, c'est même au-delà de ça. Moi, ce que je vois dans l'intérêt de l'automatisation, c'est que par exemple, moi, quand je suis arrivé chez Cosa Vostra, je suis arrivé il y a 1 an et demi en tant que COO, donc j'avais ce statut de C-level. Quand je suis arrivé, forcément, je suis arrivé aux petits oignons, c'est-à-dire que les gens savaient que j'arrivais, j'avais un ordi qui était prêt, enfin tu vois... Est-ce que tu peux expliquer ça veut dire C-level, parce que je pense que c'est pas forcément évident. Ce qu'on appelle un C-level, du coup, c'est le COO, le CEO, le CTO, en fait, donc c'est, grosso modo, c'est le comité exécutif, on va dire. C'est l'échelon hiérarchique au sommet, quoi. C'est tous ces postes qui commencent par un C. Du coup, c'est le C-level, donc c'est tout ce niveau effectivement C. Et donc forcément, quand tu as la chance d'arriver dans ces postes-là, forcément, tu as un peu le tapis rouge qui est déroulé. Et comme moi, je suis arrivé sur ce poste-là, j'ai commencé par faire des interviews avec tous les salariés de Cosa Vostra, peu de temps après mon arrivée. Et du coup, j'ai pu discuter avec des gens qui étaient arrivés juste avant moi ou juste après moi. Et j'ai découvert qu'en fait, ils n'avaient pas le même traitement. Parce que simplement, tu vois, c'est aussi con que ça. C'est juste que, comme eux, ils étaient à des niveaux de poste qui étaient pas au même niveau que moi dans l'organigramme, toute la boîte n'était pas au courant qu'ils arrivaient. Du coup, eux, il y a des trucs qui n'ont pas aussi bien marché. Et l'avantage de l'automatisation, c'est que ça n'arrive plus tard, que tout le monde est traité au même niveau, et que tu arrives à un poste niveau C-level, ou pour reprendre aussi un autre anglicisme qu'on appelle les IC, donc pour les contributeurs individuels, donc individual contributors. Ok, je connaissais pas celui-là. Qui est du coup, grosso modo, quand tu arrives en tant que jeune diplômé dans une boîte, où du coup, tu as un rôle de réalisation directe, de production, tu vois, t'as pas de notion de management, de stratégie ou ce genre de choses. Ça, aujourd'hui, nous, quel que soit le niveau dans lequel tu arrives chez Cosa Vostra,
tu auras le même tapis rouge qui te sera déroulé et du coup tout le monde est traité au même niveau. Et ça c'est quand même, je pense, un vrai gain qui fait que certes le C-level continue à apprécier son onboarding chez nous, mais le jeune diplômé aussi, il va kiffer son onboarding chez nous. Ouais. Il a un onboarding de C-level. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que il y a pas un truc, mais alors justement c'est un sujet qui commence à revenir un petit peu dans le podcast, un peu sur la notion de process. Est-ce que justement avant de l'automatiser, ce process d'onboarding était bien défini, je sais pas, écrit, etc. Ou pas, ou est-ce que c'est le fait de l'automatiser qui a aussi peut-être permis de le clarifier plus? Je sais pas, enfin tu vois, est-ce que c'est un peu le fait la poule, mais... En fait, non, oui, complètement, c'est-à-dire que le process d'onboarding avait été écrit avant que j'arrive, mais il avait été écrit par une ou deux personnes, rangé dans un coin, et du coup son application dépend de ce dont les personnes vont se souvenir au moment où quelqu'un va arriver, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu vois, t'as des trucs qui s'érodent, qui changent et compagnie. Et effectivement, quand tu commences à processiser les trucs, à dire ok, en fait on va l'automatiser, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ça on peut pas, tu commences du coup à caler des choses, et en fait puis t'as des idées qui surviennent aussi, tu dis ah bah tiens en fait je pourrais faire ça, je pourrais du coup essayer de faire ça, et du coup tu l'étoffes comme ça au fur et à mesure. Mais le fonctionnement qu'on a nous sur tous les process qu'on a pu créer chez Cosa Vostra, c'est on fait un premier jet, on va dire, avec au final assez peu d'automatisation, mais vraiment le minimum pour qu'au moins les données soient là, et on voit petit à petit, tu vois, on incrémente en fonction de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, et de ce qu'on peut automatiser au fur et à mesure. C'est intéressant parce que c'est pas le cas de figure que j'avais imaginé, parce qu'en fait il y a beaucoup de boîtes qui ont pas de process, quoi, ou ils font les choses mais ils l'ont jamais écrit. Puis il y a des boîtes aussi, comme tu nous donnes l'exemple, c'est bien écrit, c'est bien préparé d'un point de vue méthodologique quelque part. Par contre, c'est l'application finalement qui est pas forcément, et c'est normal, c'est humain. Je veux dire, on va pas tous prendre tout le temps la feuille du process pour bien le dérouler, alors que l'automatisation là-dedans, de toute façon, c'est imparable, c'est un robot et il va faire les étapes que tu lui as indiquées. Ok, c'est hyper intéressant. Et ce qui va être surtout intéressant, c'est que quand tu crées un process et que tu le diffuses à tout le monde, en général, ça se passe à peu près bien. Pendant en tout cas les premiers mois. Parce que du coup, les gens ont vu le process, tu leur as expliqué, et du coup, ils font, effectivement, comme on leur a dit, en fait, assez vite, en général, ils voient l'intérêt du process. Là où tu vas avoir un problème, en fait, c'est quand quelqu'un va rejoindre l'équipe. C'est-à-dire que toute personne qui arrive après ta présentation du process, du coup, ne va appliquer que ce qu'il comprend du process qu'il existe. Et au fur et à mesure que l'équipe grandit comme ça, et que tu as des gens qui ont assisté à ta presse qui s'en vont, tu as le process qui commence à shifter un petit peu et compagnie. L'avantage de l'automatisation, c'est que du coup en fait comme ça se fait de manière automatique, quand quelqu'un arrive en fait il est automatiquement onboardé dans ces process là. Et après moi l'approche que j'ai aussi sur ces process que je peux créer, c'est que les choses ne se font pas sans prévenir en fait ce qui se passe, et du coup tu as régulièrement des messages qui sont envoyés par mail, par Slack, ce que tu veux, qui vont du coup prévenir une personne chez Cosa Vostra en lui disant t'es à telle étape de tel process, donc l'étape d'après c'est ça. Parfois, ça va se faire automatiquement. Parfois, c'est une action à les prévenir. Mais du coup, en fait, c'est aussi un moyen de faire un refresh sur le process régulièrement, qui permet du coup aux gens de pas l'oublier, de continuer aussi à le mener, quoi. Ouais, ça permet d'assister les gens et de marquer les choses. Ouais, non, c'est super intéressant. Est-ce que t'as d'autres exemples? On a parlé pas mal du côté RH, peut-être, je sais pas si on voit du côté des sales. Est-ce que vous avez des choses un peu là-dessus? Alors ouais, on a pas mal de choses. En fait, ce qui était surtout intéressant avec notamment Integromat, c'est que le fait d'automatiser, c'est que ça te permet d'homogénéiser. Et moi, quand je suis arrivé chez Cosa Vostra, Cosa Vostra à l'époque, c'était une 50aine de personnes. C'était encore très en mode startup, c'était très artisanal. Et du coup, donc comme je te disais, on avait une galaxie d'outils qu'on utilisait. Et moi, j'arrive en tant que directeur des opérations, je dois mettre les choses un petit peu en ordre, comprendre un peu ce qui se passe. Et du coup, j'avais besoin d'analyser un peu ces informations, mais surtout de les regrouper. Et j'ai réalisé en fait que les informations dans chaque outil, il y avait une perte d'informations petit à petit, et que du coup, je ne pouvais pas réconcilier ces informations-là, parce qu'en fait, il y avait une perte d'informations quand tu passes d'un outil à un autre. Et donc, l'idée, c'était d'homogénéiser ce passage d'un outil à un autre. Et donc, aujourd'hui, quand dans Pipedrive, un deal est marqué, une affaire est marquée comme gagnée, elle est envoyée automatiquement à celle-ci où il y a un devis qui est créé
avec les bons numéros qui sont ajoutés, tu vois, les bonnes références pour qu'il y ait un lien qui soit créé. Ça va créer aussi une référence dans notre outil de gestion des temps de travail pour aussi gérer toute la vie du projet. Ça va ajouter une entrée sur notre suivi de projet. Enfin, tu vois, tout ça, ça permet de s'homogénéiser. Et du coup, moi, aujourd'hui, quand je veux faire un export d'informations, je veux voir un peu quelle est la vie d'un projet, où il en est ce qu'il est rentable, qui a bossé dessus, patati patata, ça, c'est une information que j'ai. Ce que j'ai pu aussi rajouter à ça, c'est créer un répertoire partagé sur le drive de l'entreprise, où du coup, tout le monde va mettre les informations. Et plutôt que d'avoir... et du coup, tu vois, on recoupe sur la partie RH, mais avant que je mette tout ça en place, quand quelqu'un quittait Cosa Vostra, tu avais tout un ensemble de documents projets qui disparaissaient parce qu'il les avait créés lui sur son drive, ils étaient accessibles à personne d'autre. Aujourd'hui, tout ça, c'est centralisé à un endroit. Et donc, en fait, quand quelqu'un rejoint un projet ou quand quelqu'un quitte un projet, il n'y a pas cette notion d'être... Toi, t'as pas de... la personne qui arrive, n'a pas de mal à trouver les infos. Et celui, quand il part, du coup, il n'embarque pas avec lui tout un ensemble d'informations, quoi. Donc, ça permet, du coup, comme ça, tu vois, de mieux agencer les choses. Et tu décharges la responsabilité justement des gens de l'entrée, la sortie du projet, enfin notamment la sortie, de se dire ok, est-ce que j'ai tout bien fait, enfin c'est un truc vraiment cette assistance. Et sur le côté des justement l'exemple que tu donnais un peu sur la consolidation des chiffres, etc. Du coup j'imagine que ce que ça permet, toi pour avoir toutes ces données, puisque tout est automatisé, enfin en tout cas en grande partie, c'est aussi ça décharge la responsabilité par exemple des sales d'avoir à rentrer toutes ces données manuellement, que peut-être déjà ça peut les faire chier, ou ils vont pas le faire bien, ils vont le faire à reculons, enfin tout ce truc là, et donc il y a aussi ce côté bénéfique. Ouais, il y a effectivement aussi tout l'aspect gain de temps, et sur l'aspect aussi homogénéisation d'informations, il y a aussi la notion de format de l'information. Je prends un exemple tout bête, mais quand tu passes du coup du montant d'une affaire de Pipedrive à celle-ci, au tableau de projet, à TimeTime, donc t'as 5 saisies à faire, donc ça peut être un peu casse-pied, et t'as des gens qui vont écrire que le montant du projet c'est 10 000 euros, donc ils vont écrire 10 et 3 zéros derrière. Il y en a qui vont mettre 10 espace 3 zéros derrière. Il y a des Américains qui vont mettre 10,30 et t'en as qui vont mettre 10K. Il y en a qui vont mettre 10 parce qu'ils considèrent qu'on parle en milliers d'euros, donc c'est 10 parce qu'on parle en milliers d'euros. Et donc ils vont pas mettre les 3 zéros derrière. Donc, et t'as beau leur dire, en fait, c'est comme ça qu'il faut mettre l'information, ils vont l'oublier parce qu'en fait, eux, ils ont l'habitude de parler en milliers d'euros ou je ne sais quoi. Et donc l'avantage aussi de l'automatisation, c'est que du coup, t'as un formatage de l'information qui est le même partout et qui du coup est plus facilement traitable de tous les côtés, quoi. Ouais, non, c'est important que la consolidation de la donnée, la consolidation du process, enfin, il y a vraiment plein de bénéfices là-dedans. Est-ce que c'est satisfaisant, ce rôle de directeur des opérations, le fait de se dire, ton rôle, c'est de faire en sorte que tous les gens puissent travailler plus facilement, Alors même au-delà de ça, en fait, donc moi avant j'étais CTO d'une entreprise qui s'appelait Auction.fr. Je commençais à me poser des questions sur est-ce que je voulais continuer chez Auction, est-ce que ça me plaisait encore ou pas. Et j'avais un vrai questionnement en fait qui a été dans mon parcours. J'ai commencé jeune en tant que dev, j'ai été commercial, j'ai été DRH, j'ai été CEO, j'ai été CTO, j'ai créé des boîtes, j'ai planté des boîtes, j'ai fait beaucoup de trucs en fait et ça manquait un peu de liant tout ça en fait. Tu vois, c'était un peu chaotique. Il y avait un peu un côté, on m'a proposé un truc, j'y suis allé et puis ça a marché, ça a pas marché, mais en gros je vais là où le vent me pousse, quoi. Et en arrivant chez Cosa Vostra, en fait, cette opportunité est arrivée. Et pour moi, ça a été en fait un vrai liant, ça a été un vrai structurant, en fait, où j'ai réalisé qu'en fait, ce qui me plaît, là où je suis bon, c'est de résoudre un problème. Dans toute ma carrière, ça a été ça, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, j'ai un problème, j'ai telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Et je suis arrivé en disant, je vais t'aider, en fait, et je vais prendre ton problème. Et donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais au quotidien chez Cosa Vostra, c'est que je suis là pour résoudre des problèmes. Parfois des petits, parfois des très gros. Mais c'est mon taf aujourd'hui. Donc oui, moi, ça m'apporte une satisfaction réelle. Que ce soit le no-code ou ce métier-là, c'est que je permets à des gens, en fait, de résoudre un problème et du coup de continuer à se concentrer sur leur expertise, leur valeur ajoutée et de faire avancer, du coup, l'ensemble de la structure. Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être, je sais pas, plus
Qu'est-ce qu'il y a d'autres départements dans l'équipe, je sais pas, sur le marketing, les choses comme ça, où vous utiliseriez aussi des outils no-code, ou alors est-ce qu'il y a de l'automatisation? Alors moi, il y a un gros morceau d'automatisation que j'ai fait aussi, c'est sur mon podcast. Où aujourd'hui, j'ai un ensemble de scénarios qui tournent, qui me permettent en fait à peu de choses près, tout ce que j'ai à faire, c'est à parler avec des gens, et tout le reste, c'est automatisé. Ok, super. Ma prise de rendez-vous, la prise d'enregistrement, le montage, le mixage, la publication, tout est entièrement automatisé. Et du coup, en fait, ça, on commence à l'industrialiser sur d'autres podcasts de Cosa Vostra. Est-ce que tu as pu tout faire en no-code? Ah, j'ai tout fait sur Integromat. Hein. Ok. Mais en fait, non, mais ce qui est assez marrant, c'est que donc moi, je suis dev d'origine, et c'est un truc je le porte en moi. Hein. Je serai dev, je pense, toute ma vie. Quand je suis arrivé chez Cosa Vostra, Laurent, qui est donc le CEO actuel de Cosa Vostra, qui est un très bon ami de longue date, me parlait d'Integromat, en me disant ouais, il y a Integromat, on fait ça avec et tout. Honnêtement, moi, je rigolais, tu vois, je disais écoute, t'es sympa avec tes petits outils, mais moi, je suis dev, je sais ce que c'est. Et du coup, à un moment, il m'a dit écoute, moi, j'ai plus le temps de gérer, donc tu reprends les 3 scénarios que j'ai créés sur Integromat et tu me les mets à jour. Et en fait, j'ai découvert Integromat à ce moment-là, mais je suis tombé dedans, mais tu n'imagines même pas à quel point. C'est-à-dire que j'ai passé 3 mois à faire de l'Integromat, mais comme un dingue. Je trouve ça hallucinant, la puissance de cet outil, de tout ce qu'on peut faire avec, le temps que j'ai gagné à créer des trucs sans taper la moindre ligne de code. Je trouve que c'est phénoménal, enfin, mais vraiment. Et du coup, je suis tombé dedans. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une centaine de scénarios qui tournent. Je suis sur une option Integromat assez. Je suis pas la plus haute, je crois, mais je suis celle juste en dessous. Non, je suis plongé dedans et je fais tout aujourd'hui avec ça. Ça fait un temps fou que j'ai pas écrit une ligne de code et je le vis très bien. Est-ce que ça c'est un bon super feedback, j'espère que ça parlera à d'autres développeurs. Est-ce que tu sais combien vous utilisez de tâches par mois, juste par curiosité? Je crois qu'on est de l'ordre de attends, j'avais compté. Je crois qu'on est à 200 000 quelque chose comme ça, je crois. Ok. C'est un bon ouais, budget. c'est patos, ouais. Est-ce que tu as exploré d'autres outils, genre Zapier, N8N Alors, j'avais regardé un petit peu Zapier. Il y a très longtemps, quand ça s'était créé, j'avais utilisé IFTTT, qui est un petit peu inspiré de mon podcast, tu t'en doutes. Mais ce que j'ai trouvé avec Integromat, en fait, c'est qu'ils vont quand même plus loin dans beaucoup d'intégration d'API. Et que du coup, ça permet quand même de faire plus de choses. Surtout sur un aspect technique. Moi, forcément, j'ai mon bagage de dev dans ma conception et dans mon approche des scénarios. Et j'ai trouvé que j'avais plus de capacité et de moyens dans Integromat que ce que j'ai pu retrouver dans Zapier. Carrément. N8N, tu as déjà regardé? Alors moi, je l'ai découvert hier soir. J'ai fait un live hier soir sur mon podcast. Je l'ai découvert hier soir, donc je peux vraiment pas en parler. Ok, bon, on en parlera une autre fois. Comment tu t'es formé à Integromat? En bidouillant? En bidouillant, ouais. En testant des trucs, en voyant que c'est ce qui marchait pas, puis en avançant, puis après sur Internet, tu trouves quand même beaucoup de ressources qui permettent aussi d'avancer sur beaucoup de choses. Quoi. Carrément. Mais c'est là où le background de dev, je pense, aide beaucoup, à la fois dans la recherche des ressources, dans cette autodidaxie, je sais pas si ça se dit, tu vois, je pense que ça, forcément, je pense, t'as pas mal appris le dev comme ça, et c'est un peu c'est un état d'esprit, quoi. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie un peu moi, j'ai longtemps formé aussi au dev, je suis dev à la base aussi, donc on essaie de transmettre un peu cet état d'esprit aux no-codeurs et aux no-codeuses, quoi. Apprendre à chercher. Clairement, ça fait partie de l'apprentissage, et oui, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être que la partie, l'expérience de dev a aidé de ce côté-là. Juste une petite dernière question pour revenir un peu sur ce rôle de CEO, mais peut-être sur un peu les entreprises qui n'ont pas d'opération, qui n'ont pas formalisé ces choses-là, des PME, des TPE, tu vois, qui sont dans cette transition numérique ou pas, enfin en tout cas, quels conseils t'aurais un peu à donner pour les gens dont les process sont écrits sur un tableau blanc et qui font tout à la main ou sur des feuilles de papier? C'est difficile de donner des conseils comme ça, qui peuvent être un petit peu creux. Tu vois, des conseils peuvent s'appliquer vraiment à tout le monde. Ouais, moi, ce que je vois dans l'intérêt de l'automatisation, c'est cette entre guillemets, cette normalisation. Quand j'ai commencé à mettre certaines choses en place, notamment sur la partie onboarding, sur la partie de la gestion des ressources humaines, tu vois, par exemple, sur les entretiens semestriels. Donc, j'ai automatisé une partie des entretiens semestriels, comment c'est mené et compagnie.
il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, mais du coup, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des process, il n'y a que des emails qui partent automatiques, des messages automatiques et compagnie. Je peux comprendre en fait cette idée de se dire, en fait, si c'est plus géré que par des machines, il n'y a plus d'humains. Sauf que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça te permet à ce que tout le monde soit traité de la même façon. Et ça, en fait, en termes de gain d'humanité, c'est colossal. C'est-à-dire que moi, au final, tu vois, j'ai assez mal vécu de me dire que mon onboarding a été plus agréable que les quelques personnes qui sont arrivées en même temps que moi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi moi j'ai eu le droit à ce traitement de faveur? Enfin, certes, j'avais déjà plusieurs années d'expérience et compagnie, mais je vaux pas plus que quelqu'un d'autre, en fait. Il n'y a pas de raison. Et l'intérêt de cette automatisation, c'est qu'aujourd'hui, chez Cosa Vostra, que tu sois à Paris, à Bordeaux, à Tunis, à Londres, t'es onboardé de la même façon, tu vois, t'as la même qualité du truc, t'as les mêmes personnes qui t'appellent, t'as les mêmes personnes qui te contactent, t'as le même niveau de formation, le même niveau d'embarquement, et du coup, bah, t'as cette notion de qualité pour tous. C'est-à-dire que on fait pas, on n'accueille pas les C-level comme on accueillait avant un jeune diplômé. On accueille aujourd'hui un jeune diplômé comme on accueillait avant un C-level. Tu vois, on a mis tout le monde au même niveau, là, on a fait monter la qualité de tout le monde. Et donc c'est ça aussi, et le gain de temps que tu passes, c'est-à-dire que du coup t'évites de faire de la ressaisie, des genres de choses. Et donc pour moi c'est vraiment cette recherche de la qualité pour tout le monde, et aussi pour gagner du temps pour chacun, quoi. Super retour d'expérience, je trouve que c'est un peu automatisé pour humaniser. Je trouve que c'est vraiment, enfin nous c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi, ce côté bon machin, c'est des robots qui travaillent à notre place. Enfin bon, de toute façon ça fait des années, voire des siècles que ça a eu lieu déjà, la révolution industrielle, les ludites, etc. Mais enfin bref, c'est sans aller trop loin, c'est un super retour d'expérience. Si on élargit un peu le spectre justement du no-code et de ce que vous faites chez Cosa Vostra, puisqu'on l'a dit, il y a pas mal de devs, on reviendra peut-être un peu sur le côté collaboration. Déjà, peut-être première question, est-ce que toi tu fais travailler des devs sur des questions d'automatisation, ou du coup tu fais tout seul? Et peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses qui font déjà intervenir du no-code, ou qui pourraient, à l'avenir, dans une agence classique, on peut voir des usages Alors, on commence tout juste, on a recruté tout juste un dev qui va s'occuper de tous ces outils d'automatisation pour que ce soit plus que moi qui le fasse. Parce que du coup, l'inconvénient, c'est que si moi demain, je sais pas si tu as déjà entendu ce qu'on appelle le bus factor. Ouais. Donc voilà, si demain je me prends un bus, c'est compliqué. Donc il faut prendre en compte le facteur du bus. Donc on a recruté quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui est en train de mettre en place un ensemble aussi d'automatisation de manière plus globale sur Cosa Vostra. Et on commence à regarder effectivement pour des projets pour nos clients, sur des choses qu'on peut faire. Donc pour le moment on est encore sur une phase d'exploration. Donc c'est encore des projets internes qu'on mène sur ces outils-là. Je pense notamment à Webflow, qui permet de créer des applications de manière quand même extrêmement simplifiée. On est vraiment sur du low code. Donc on commence à créer des outils en interne là-dessus pour effectivement après pousser le truc un peu plus loin chez nos clients. Juste par curiosité, c'est quoi le profil de la personne que vous avez recrutée? Tu disais c'est un dev? C'est un dev, ouais. Okay. Qui est en alternance, donc c'est un jeune diplômé, mais qui vient du coup pour en faire encore plus et coordonner encore plus tout ça, quoi. Ok, mais donc spécifiquement plutôt sur du no-code, enfin sur du intégromat, quoi. Non, mais c'est marrant parce que je te pose la question parce que aujourd'hui c'est pas évident de recruter des no-codeurs et des no-codeuses. Il y a pas vraiment de formation, il n'y a pas vraiment de diplôme. Alors on est d'accord de toute façon sur le fait que mais il y a plein de profils très variés et en même temps ça doit pas être facile de les trouver, quoi. Enfin moi je suis en plein dans cette bulle. Mais... Alors c'est effectivement compliqué, d'autant que souvent chez les jeunes diplômés, en fait, quand t'es dev, t'as envie de tout faire. En fait, tu comprends pas dès le début l'intérêt de ces outils-là. Donc ça c'est un aspect qui est compliqué. Moi ce que je vois avec l'expérience, c'est que tu vois, quand tu veux créer un truc qui va faire communiquer 3 API, par exemple, tu vas passer ne serait-ce qu'un temps fou à intégrer ces briques de communication des différentes API et comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, tu vas perdre 3 jours, ou si ce n'est 3 semaines, juste à installer ton système avec tes 3 modules de chaque API, juste pour que ça fonctionne. Avec un intégromat, un Zapier et compagnie, en 20 minutes, c'est réglé, en fait. Tu as créé tes comptes, t'as machin, et tu commences à créer des trucs. Et donc ça, ce gain de temps-là pour le dev, il est colossal, en fait. Et il y a des devs qui sont inquiets de l'arrivée de ces outils-là, ou même qui vont les regarder de haut, les juger, comme moi je pouvais juger avant, très, très, très sincèrement. L'analogie que je donne aujourd'hui assez souvent,
Si tu as des auditeurs qui m'ont déjà entendu sur d'autres podcasts, ils m'ont peut-être déjà entendu le dire. Je fais une analogie avec le monde du cinéma. Si tu voulais diffuser un film au monde entier il y a 50 ans, il te fallait un caméraman, il te fallait un preneur de son, il te fallait un régisseur. Ces gens-là, il fallait qu'ils aient des équipes conséquentes, il fallait du matos de dingue. Ça te prenait des jours et des semaines pour monter ton film. Il te fallait après un distributeur, il te fallait négocier avec les salles de cinéma, avec les chaînes de télé pour diffuser le truc. Enfin, si tu voulais que les gens voient ton film, c'était 50 personnes, c'était 1 million d'euros de budget, c'était un travail colossal. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone, tu appuies sur un bouton, et après tu mets partager sur TikTok, YouTube, ce que tu veux, et ton truc est disponible dans le monde entier. Ça n'a pas empêché que Martin Scorsese, il existe encore, il fait encore des films. Ça n'empêche pas, tu vois, le fait que ces outils se soient démocratisés et simplifiés à l'extrême, ça n'a pas empêché que tu as encore des gens qui font du cinéma, du vrai cinéma, on va dire. Mais en revanche, ce que ça a permis, c'est que ça a développé la créativité, parce qu'en fait, tu peux te concentrer. Tu vois, comme tu n'as plus à gérer ton régisseur, ton présentation, ton machin et compagnie, tu peux t'intéresser à l'étape d'après. Tu vois, tu peux te concentrer sur des choses plus complexes et y aller encore après. Et c'est ça qui a permis au cinéma d'évoluer. On a vu tout ce qu'a fait James Cameron avec Avatar, avec tous les films qui sortent comme ça maintenant en motion capture. Bah ça, c'est grâce au fait qu'on a pu automatiser beaucoup de choses avant, en fait. Et t'as plus besoin de faire... et pour moi, c'est ça l'intérêt du no-code, en fait. C'est que ça va pas remplacer le code. Le code continuera à exister. Mais le no-code et le low-code permettent à des développeurs du coup de pas passer un temps fou à faire juste un connecteur d'API, mais peuvent du coup aller directement sur des sujets beaucoup plus élevés, beaucoup plus complexes. Et ça permet à tout le monde de commencer à créer des applications. Et forcément, quand tu t'adresses à tout le monde, tu as des tas d'idées qui vont émerger, tu as des nouveaux concepts qui vont venir, que ce soit d'interface, de fonctionnalité ou ce genre de choses. Du coup, ça permet en fait de nourrir un petit peu l'ensemble et de faire du coup avancer l'ensemble. C'est aussi la morale de Ratatouille, mais ça. C'est marrant parce que cette analogie avec le cinéma, j'ai entendu, mais pas exactement sur le même sujet, mais dans l'univers du cinéma, le CEO de Webflow, il disait dans une conf que avant, pour faire un film, t'étais obligé d'aller à Hollywood. Donc ça, c'est un peu, t'es obligé d'avoir des développeurs, quoi. Et maintenant, il peut y avoir plein de petits Hollywood, quoi. Tout le monde peut faire son petit Hollywood pour faire des films très spécifiques sur quelque chose, parce que on a abaissé le coût d'entrée. Ouais. Tu vois, comme tu disais, c'est pareil avec le no-code. Maintenant, avec un outil comme Bubble ou Webflow, tu peux faire un site ou une application qui va s'adresser que à un tout petit marché, et pas forcément, et parce que tu n'auras pas besoin d'aller voir des investisseurs, des VC qui eux vont te dire combien c'est quoi ton marché, c'est 10 milliards, bon ok, on doit te donner des sous, sinon c'est 10 personnes, ça nous intéresse pas. Alors qu'avec 10 personnes qui te payent, je sais pas, 100 € par mois parce que tu leur as un service extrêmement précis, peut-être que tu peux vivre, quoi. Carrément. Et ça, c'est assez intéressant dans cette vision un peu la démocratisation, et puis du coup, tu peux tester plein de trucs, en fait. C'est-à-dire que ce coût d'entrée, effectivement, est tellement bas qu'en fait, tu peux très facilement te dire, tiens, je vais tester, voir s'il y a de l'appétence pour un marché ou pour un besoin ou pas. Tu vois, il y a un exemple que je trouve très malin. J'ai un ami qui habite dans une rue à Paris, qui n'est pas une rue très passante. Et un jour, il voit, il y a un petit restaurant qui ferme et qui est remplacé par un truc de yoga. Et il se dit, en fait, c'est dans une petite rue où il y a personne qui vient. Surtout de yoga, ça va jamais marcher. Et en fait, au bout de quelques semaines, il voit que le truc est tout le temps blindé. Il se dit, en fait, il y a peut-être un truc sur le yoga qui est peut-être assez gueudin, en fait, en termes de marché potentiel. Et du coup, il a créé un petit site très rapidement avec, à l'époque, c'était avec Rocket, je crois. Tu as mis une petite landing page. Okay. Il a mis en place un service, en fait, d'abonnement. Tu pouvais, tous les mois, tu recevais une box avec une bougie. Tu as des produits comme ça autour du yoga. Une page de paiement, une page d'inscription à une newsletter. Il a mis 10 balles de pub sur Facebook pour diffuser le truc, machin. Et en fait, il a dit, tu rentrais la page de paiement, c'est-à-dire que tu avais tout un formulaire qui existait jusqu'à la page de paiement. Et la page de paiement, en fait, c'était une fausse page de paiement, où en fait, quand tu arrivais au paiement, tu mettais pas ta carte bleue, mais ça te disait, en fait, rupture de stock. Donc, merci, mais rupture de stock. Et du coup, en fait, il a créé tout ça, et il a vu, en fait, le nombre d'inscriptions qu'il a eu en quelques jours, avec des gens qui sont allés jusqu'à l'étape du paiement. Et du coup, il se dit, en fait, il y a un vrai besoin, tu vois, il a pu tester, et, ça lui a coûté 10 balles. Ça lui a pris une journée, ça lui a coûté 10 balles, et il a pu voir, en fait, le taux de retour qu'il y avait en potentiel sur un marché comme ça, quoi.
Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a un côté outillage, pouvoir faire quand même ce site, etc. Et puis, un côté, c'est juste l'approche, quoi. C'est un peu ce fake it until you make it. Enfin, mais ça, c'est hyper important. Et ça marche vraiment spécialement bien avec les outils no-code, quoi. Carrément. Ça, c'est hyper intéressant. Peut-être qu'on peut aborder juste un tout petit, justement, mais un peu la partie entrepreneuriale de ton parcours, vu qu'on parle un petit peu de ça. Un petit peu tes side projects, enfin, est-ce que tu fais toujours des side projects? Est-ce que tu as des idées avec le no-code? Alors aujourd'hui, par le podcast, j'ai plus le temps de faire des side projects. Je suis déjà pas mal occupé. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. Mais peut-être pour revenir alors à des choses que tu as fait, parce qu'il y avait des choses intéressantes, si tu veux nous raconter un petit peu, que tu as dev. Est-ce qu'il y a des choses aussi peut-être que tu verrais que tu vois dans un autre angle maintenant, justement, avec ce qu'on dit sur la partie technique? Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé mon podcast il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, donc à l'époque, j'étais encore CTO chez Auction. Je m'étais dit que le meilleur moyen de contacter des devs, ce serait en faisant du dev. Et donc, j'avais créé un petit bot avec on va dire une très mini intelligence artificielle qui scrollait Twitter pour identifier des comptes Twitter de dev français. Et dès qu'il en repérait un, il envoyait un DM en disant tiens, j'ai créé un podcast qui parle de dev, est-ce que ça t'intéresse? Juste ça. Alors ça marchait assez bien. Bon, après le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que si tu la supervises pas, en fait, elle prend des décisions petit à petit qui peuvent prendre des proportions déraisonnées. Donc j'ai dû l'arrêter. J'ai changé de job. Du coup, j'ai changé d'ordinateur. Et bêtement, j'ai perdu mon code de ce petit bot-là. Je l'ai recréé intégralement dans Integromat. Ok. Alors, il consomme pas mal d'actions chaque mois, mais il fonctionne aussi de manière un peu plus réduite, mais il fonctionne avec Integromat. Donc, j'ai pu recréer ça avec Integromat aujourd'hui. Et là où mon bot, je l'avais créé ça m'avait pris peut-être 3 semaines à faire à l'époque en code direct. Là, avec Integromat, en 3 jours, j'avais un truc qui tournait. Donc, tu vois, on est sur un ratio quand même qui est quand même sachant que tu savais ce que tu voulais faire, quoi. Du coup, il y avait ce gars-là, mais tu vois, au final... En termes d'implémentation... Ouais, c'est assez fou, quoi. Et ça tourne tout seul. Et tu vois, j'ai beaucoup moins d'entretien à faire sur ce bot-là que ce que j'avais à faire sur mon code. Parce qu'en fait, l'avantage aussi que tu as avec Integromat, c'est qu'ils ont tous les edge cases, une bonne partie des messages d'erreur et compagnie, ils sont déjà pré-gérés, en fait, par Integromat, que moi je connaissais pas forcément quand je l'avais fait en dev moi-même. Donc, en fait, les messages d'erreur de Twitter, tu veux dire? Par exemple, tu vois, tous les cas particuliers où t'as un truc qui fonctionne pas, parce qu'en fait un machin, en fait, Integromat il en gère quand même déjà pas mal de manière automatique et transparente, en fait, du coup, pour moi, quoi. Je pense qu'une des distinctions quand même que je ferais entre Integromat et Zapier, c'est justement cette gestion des API. Vraiment, leurs intégrations sont très poussées, quoi. Parce qu'ils se calquent sur les API que les outils mettent à leur disposition. C'est là où je trouve que quand on est dev, c'est d'autant plus lisible. Dans Integromat, on voit bien alors que dans Zapier, c'est une abstraction beaucoup plus élevée, où c'est soit tu peux récupérer les tweets, le dernier tweet de quelqu'un, enfin c'est que des cas pré-mâchés, quoi. Ouais. Et donc tu retrouves pas cette finesse que t'évoques là. Mais sauf que Integromat apporte quand même, te simplifie vachement la vie, quoi. Tout prépare tout. C'est peut-être pour ça effectivement que j'ai préféré Integromat à Zapier. C'est fort possible. Non, mais ça paraît logique, hein. En plus, sans parler des questions de budget, parce que si vous avez 200 000 tâches par mois, le budget, c'est pas Zapier est pas le même. Même si tu ramènes après au coût humain que tu as économisé, je pense que c'est toujours gagnant, même avec Zapier, mais bon, pour moi, c'est évident que tous les devs devraient tester au minimum Integromat, voire peut-être après N8N. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Il y a un truc que j'avais noté, franchement, ça n'a pas vraiment de rapport avec le no-code, mais je trouvais ça marrant, c'est que tu t'as fait le site des Darwin Awards pendant plusieurs années. C'est moi qui t'en ai parlé ou Non, j'ai vu j'ai digué un petit peu sur les internets. Ouais, pas mal, ouais. Oui, effectivement, c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers dollars. Ok, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était quand ça? C'était en 95, à peu près, je crois, ou 96. Où effectivement, j'étais jeune, je tombe sur Internet sur les Darwin Awards, donc qui sont un prix qui récompense la bêtise humaine. Donc moi à l'époque j'avais 13-14 ans, donc t'imagines comme ça me faisait rire quand t'es un jeune ado tu tombes là-dessus, et du coup j'ai créé la version française effectivement du site, donc je faisais une traduction, et du coup un jour j'ai prévenu je sais plus comment elle s'appelait, la créatrice du coup des Darwin Awards, et je lui ai dit moi j'ai le site français, qu'est-ce que t'en penses, machin compagnie. Elle a trouvé ça canon, elle l'a intégré sur le site US.
Et du coup, il y avait de la pub dessus. Et du coup, j'ai gagné quelques dollars comme ça avec la pub. Ok. Oui. Ouais, ça date de. Ouais, je crois que c'est 96, quelque chose comme ça, quoi. Je crois que, en fait, c'est sur ta page LinkedIn, je pense que je l'ai vu. Oui, 95, 2000, quelque chose comme ça. Ouais, possible. Parce que j'ai trouvé ça aussi impressionnant, déjà parce que je trouve que les Darwin Awards c'est très drôle, mais aussi parce qu'en 95, il n'y avait pas tant de gens que ça qui faisaient des sites web. Donc ah non, mais attends, moi, Internet, c'est une histoire que je raconte souvent, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir. J'ai des parents qui m'ont apporté énormément de choses, et mon père a toujours été hyper connecté et hyper au fait de la technologie. Et je me souviens encore, en 94, il débarque à la maison en nous disant, je vais vous montrer un truc qui va changer le monde. Il nous sort un ordinateur sous Windows 3.1. Il connecte un modem 14K. Les gens réalisent pas ce que c'est aujourd'hui. Mais un modem 14K, c'était vraiment pas rapide. Il a mis peut-être une demi-heure à brancher le truc. Ça faisait un bruit pas possible. Il nous met sur Internet. En 94, sur Internet, pour un jeune adolescent de 11 ans, de 13 ans plutôt, il y a rien. Enfin, tu vois, c'est que du texte, que en anglais. Il y a que les trucs très, très pointus, machin et compagnie. Et du coup, après avoir passé 20 minutes dessus, j'ai dit à mon père, écoute, ton truc, ça marchera jamais, c'est nul. Tu vois j'ai eu le flair déjà à l'époque. Mais du coup, en fait, j'ai baigné dedans très très tôt. C'est-à-dire que donc Internet est arrivé avec mes parents à la maison. À l'époque, c'était Grolier Interactive avant que ça appartienne à Club Internet. On avait un numéro d'abonnés qui était inférieur à 200. Putain, ok, ouais. Donc c'est vraiment 94, c'était très très tôt. Ouais. Donc ouais, moi je baigne dedans depuis. Enfin tu vois, c'est une chance inouïe, hein. Très très clairement. Mais du coup, je baigne dedans depuis très longtemps, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Je résiste pas juste à te demander justement, t'as un autre side project que t'as fait, un réseau social. Ouais. Si tu veux raconter juste cette anecdote. Donc là, on était en 2006, je crois à peu près. Oui, c'est ça, 2006. Je suis en école d'ingénieur et donc je commence à découvrir un peu plus le code, notamment le dev web. Et du coup, je crée un petit site pour mes potes qui permet du coup de se partager des infos entre nous, de partager des photos. Il y a un petit chat. Enfin, tu vois, c'est un truc assez. C'est pas vraiment un forum, c'est un petit un forum évolué, mais du coup, ça permet de partager des infos, de partager des statuts entre chacun. Alors forcément, ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. Donc on était en 2006, je vous rappelle. Du coup, à un moment, je suis à l'ISEP à l'époque, en école d'ingénieur. Et il y a un camarade de ma classe qui passe derrière moi, qui voit mon truc. Et il me dit, ah tiens, ça a l'air sympa, c'est quoi? Du coup, je lui parle du truc. Et il dit, ah c'est canon, est-ce que je peux m'inscrire dessus? Et je lui dis, bah non, c'est pour mes potes et moi. C'est pas ouvert aux autres. Et donc du coup, il s'est pas inscrit. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au même moment, mais vraiment au même moment, en 2006 aussi, Mark Zuckerberg à Harvard, il créait la même chose, sauf que lui, quand quelqu'un lui a dit « Est-ce que je peux rejoindre le truc ?», il a dit « Mais bien sûr !» Et il a invité toutes les facs américaines et c'est devenu Facebook. Et donc ça montre bien, je m'en sers souvent de cette histoire pour montrer que une idée ne vaut rien. C'est l'exécution qui vaut tout, en fait. C'est que Mark et moi, on a eu la même idée au même moment. Ça, c'est prouvé, hein, la théorie de coïncidence d'émergence des idées. On sait qu'une même idée apparaît à plusieurs endroits sur Terre au même moment. Ça, c'est normal. Mais lui, il a su l'amener à un endroit que moi, clairement, j'ai pas visionné, en tout cas, à l'époque, quoi. Ouais. Oui, après, c'est d'avoir la possibilité de l'exécuter. C'est encore autre chose, mais même déjà en avoir la vision et se dire on va pousser. Mais non, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça fait bien le lien avec différentes choses qu'on s'est dit là. Et notamment, quand même, en tant que CEO, cette exécution, finalement, maintenant, ça, tu l'as mis vraiment au centre de ton... Bon, c'est plus une question d'avoir la vision. Par contre, tout ce que vous exécutez, c'est un peu ta responsabilité, que ça roule parfaitement, quoi. Clairement. Dernier petit sujet, et après, on va quand même arrêter parce que on va arriver sur la fin. Et c'était hyper intéressant. J'ai envie quand même, forcément, de te parler un peu, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais un peu le sujet de la vision des devs qui ont du no-code et la collaboration aussi avec les devs. Comment tu vois ça peut-être maintenant que toi-même t'as été converti, en tout cas dans votre agence ou de manière générale, tu vois? Je pense qu'il va y encore avoir quelques années où le code va continuer à être décrié par les devs parce que c'est entre guillemets c'est mal vu parce que c'est pas encore considéré comme du code. Si on remonte dans le temps, moi quand j'étais un peu plus jeune, le dev front, donc tout ce qui est JS, CSS et compagnie, c'était perçu comme étant c'était pas du code,
parce que il y avait soi-disant pas de logique, c'était facile, machin et compagnie. Enfin, tout un tas de raisons complètement absurdes. Aujourd'hui, il y a plus de doute. C'est-à-dire que le front, on a des devs front qui sont à un niveau de technicité absolument godin. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si tu continues à remonter comme ça dans le temps, j'avais vu une conférence il y a un petit moment qui était assez intéressante, qui démontrait ça, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est on avait demandé à un conférencier d'imaginer ce que serait le code dans 40 ans. Et plutôt que d'imaginer ce que serait le code dans 40 ans, il a fait la conférence en 2013 en imaginant qu'il était en fait en 1973. Et donc, il se basait sur l'état du dev en 73 en imaginant du coup ce que ce serait 40 ans plus tard, à savoir aujourd'hui. Ce qui permettait de voir le décalage qu'il y avait entre les deux. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'il raconte, c'est qu'en 73, les devs qui faisaient de l'assembleur considéraient que ceux qui faisaient du C, c'était pas des vrais devs. Alors, pour ceux du coup qui connaissent pas, qui voient pas un peu quelle différence c'est, les gens qui font de l'assembleur, c'est des gens qui vont coder, grosso modo, le fonctionnement du processeur de l'ordinateur. Donc, c'est un langage hyper basique, c'est-à-dire que même quand tu veux faire, c'est-à-dire qu'il faut que tu redéfinisses la fonction de multiplication de 2 entiers, tellement on est bas niveau, ok. Et le C, c'est un langage qui, aujourd'hui, est considéré comme un langage quand même quasiment bas niveau, qui est comme un langage qui est hyper complexe, qui est hyper lourd. Beaucoup de devs vont dire, bah moi je fais pas de C, c'est trop complexe, machin. Enfin, c'est pas moi je suis beaucoup plus haut level. Et donc, il y a 40 ans, du coup maintenant un peu plus, mais il y a 40 ans, les devs qui faisaient de l'assembleur considéraient que les gens qui faisaient du C, c'était pas des devs parce que c'était trop facile. Et donc en fait, ça continuera comme ça. Et donc aujourd'hui, les no-code sont vus effectivement comme c'est pas du dev et compagnie. Mais du coup, on n'est pas à l'abri que dans 10 ans, ceux qui font du Integromat aujourd'hui vont considérer que, je sais pas ce qui viendra, mais peut-être que dans 20 ans, les gens pourront créer des applications juste en dictant un truc à un assistant Google. Et les gens qui font de l'Integromat disent bah non, ça c'est pas du dev, machin. Alors que eux maintenant sont considérés comme dev. Donc, on a encore quelques années, je pense, où le no-code et le low-code seront un petit peu mal vus. Enfin dénigré par les devs, mais accrochez-vous, ça va changer. Je pense que toi et moi on est là pour le prouver qu'on peut être dev et apprécier le potentiel de ces outils-là et voir un petit peu plus loin, et petit à petit ça se démocratise, ça se voit, ça se perçoit, et donc ça va continuer à venir, donc il faut s'accrocher jusqu'au jour où on sera nous-mêmes en train de dénigrer ceux qui soi-disant font un truc. Ouais, c'est ça. C'est toujours le niveau d'abstraction qui remonte. Exactement. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. J'aime bien aussi voir toute cette évolution. J'ai perdu ma question. Oui, parce que moi je pense qu'une des manières de réconcilier un peu ça aussi, c'est la collaboration. Et il y a alors tu as fait un épisode très intéressant, je mettrai le lien sur le low-code, donc avec Thomas Villarine, que j'ai reçu aussi. Déjà, qu'est-ce que tu penses peut-être vraiment des outils qui sont marketés comme low-code ? Quelle est toi ta vision peut-être de dev ? Alors, je sais même pas que ça dépend de leur positionnement. En fait, de manière générale, je trouve ça génial. En fait, c'est simple. Tout ce qui démocratise une technologie, tout ce qui permet à des gens d'accéder, de faire plus, mais je trouve ça génial. C'est une super idée, c'est go, enfin, c'est génial. Après, dans les low-code, t'as différents types d'outils low-code. Pour moi, ce que fait Thomas chez PFit, il crée un langage qui permet à des gens qui n'ont pas de connaissances techniques de créer des règles métiers, des règles métiers qui sont très orientées autour de la paye et de la gestion des ressources humaines. Ça, c'est top, mais du coup, ça reste quand même un truc très spécifique, très niche. Et en général, le low-code, comme ça, t'as des applications plus ou moins différentes. Mais je trouve ça génial. Enfin, c'est top. Si on permet à des gens de faire plus que ce qu'ils pouvaient faire avant, ce fameux coup d'entrée que tu évoquais tout à l'heure, mais moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est tant mieux, quoi. Et est-ce que vous utilisez Airtable ? D'ailleurs, je t'ai pas demandé plus, on a beaucoup parlé d'Integromat, je sais pas s'il y a d'autres outils que vous utilisez, mais par exemple un outil comme Airtable, est-ce que vous utilisez ou... Alors, on commence pareil, en fait ça fait partie des tests qu'on a en interne, mais c'est tout frais, hein. Ça fait moins de 2 mois, on a à peu près 6 semaines, je veux dire, qu'on a commencé à tester ces trucs-là, donc c'est vraiment tout frais. Mais oui, on commence à s'y intéresser de manière sérieuse. En fait, ça fait gagner un temps colossal. Ouais. En fait. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois, en fait, pourquoi je parle de ça, j'ai envie de le prendre comme exemple. Parce que je pense que par exemple, dans Airtable, il y a un vrai intérêt à avoir des devs qui vont développer des scripts, par exemple, là vraiment en code, ou voire même des apps, comme on appelle ça dans Airtable, où tu vois vraiment pour faire créer des interfaces, des choses comme ça, mais qui soient vraiment propres à ton métier. Et ça, à mon avis, c'est un moyen aussi quelque part d'amener les devs dans Airtable.
Alors, l'API d'Airtable aussi est hyper bien faite. Évidemment, tous on utilise Integromat, Zapier et Airtable. Mais le code à l'intérieur, tu vois, et pour moi, c'est pas ça ne fait pas d'Airtable un petit low-code. Mais, tu vois, il y a un truc comme ça où je pense qu'il y a, en plus, c'est du React, c'est bien, c'est des technos modernes, c'est pas du code chelou, du JavaScript, tu vois, avec le packaging propriétaire, on va dire, de la plateforme. Enfin, je trouve ça assez... Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais l'obstacle auquel on se confronte, nous, chez Cosa Vostra, on utilise beaucoup WordPress. Okay. WordPress, donc, qui est un CMS qui est canon, enfin, qui fait plein de trucs qui fonctionnent très bien. Nous, on fait de plus en plus aussi du WordPress, ce qu'on appelle en mode headless. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement en grosso modo, on va dire le moteur. Toute la partie administration, en fait, de WordPress. Ouais. Et la partie visible, le site internet, en fait, est refait entièrement par nous, on gère, du coup, les API. On a quand même pas mal de devs qui vont dire que WordPress, c'est pas vraiment du dev. Et que du coup, ça les ennuie un peu de faire du WordPress parce qu'en fait, c'est pas du vrai dev. Ce qui est compliqué, du coup, quand tu leur dis alors, ok, mais maintenant, on va faire du Airtable, où du coup, pour eux, tu vois, c'est encore moins du dev. Donc, on est encore sur une étape où on essaie de convaincre que WordPress, c'est un vrai outil qui a beaucoup de puissance, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et qu'en fait, le dev, c'est pas juste taper des lignes de code. Enfin, tu vois, c'est aussi, comme tu le dis, c'est cette sorte de conception, d'abstraction, de réussir à abstraire des choses. C'est aussi ça le métier de dev. Mais donc, tu vois, on a encore du chemin à faire pour réussir à vraiment le déployer de manière industrielle. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est bon. Je serais curieux, justement, peut-être on se reparlera dans un an, quelque chose avec comme plaisir. Ça, de voir comment ça va évoluer, parce qu'il y a aussi maintenant toute une gamme d'outils no-code de back-end. Je sais pas si ça te parle, des choses comme Xano, des choses comme ça, où quelque part tu peux remplacer un WordPress, justement cet usage headless, je sais pas comment dire en français, mais et c'est assez intéressant quoi, à voir mais forcément de toute façon ça sera le même problème avec les devs parce qu'ils vont te dire oui, moi j'ai envie de le coder le back-end quoi. Donc après, mais c'est toujours en fait, je pense qu'il y a beaucoup de devs qui se rendent pas compte de ce que t'évoquais vraiment très justement sur ces niveaux d'abstraction. Mais aujourd'hui, il y a plus aucun dev, à mon avis, qui code tout à la main. Ils vont utiliser, je sais pas, Express par exemple pour Node.js. Et donc en fait, c'est un niveau d'abstraction supérieur. Quelque part, de toute façon, WordPress, c'est aussi un peu ça. C'est un peu comme mais en fait, de manière générale, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation assez forte avec l'âge. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de jeunes diplômés te dire non, mais c'est bon, je refais, machin. C'est-à-dire que j'ai même vu des jeunes dips recréer par eux-mêmes des fonctions qui existent dans le langage qu'ils utilisent, tu vois, qui décident de recréer. Donc c'est vraiment réinventer la roue au sens strict du terme, quoi. Et en fait, avec l'âge, t'apprends en fait que t'as pas envie de t'emmerder à recréer des trucs qui existent, à maintenir des trucs qui existent, qui sont maintenus par d'autres. Enfin, tu vois, c'est une vraie tannée en fait. Et donc, moi, de ce que je vois beaucoup plus de devs expérimentés qui vont te dire, bah oui, en fait, WordPress, si tu veux créer un site avec un back-office que plein de gens connaissent, mais WordPress, c'est idéal en fait. Hein, c'est tout fait, t'as rien à faire, quoi. Mais tant mieux. Enfin, tu gagnes un temps. Donc pour moi, il y a quand même un vrai lien avec l'expérience. Et je pense que le no-code, notamment. Moi, je le vois aujourd'hui avec mon expérience, ne serait-ce que sur un aspect de dev, le temps que ça te fait gagner quand tu veux créer un truc, mais c'est colossal. Et ce temps que tu gagnes à le créer, tu le gagnes aussi en ne maintenant pas tout un environnement que tu as dû créer au début. Donc, voilà, petit à petit, au fur et à mesure que les gens mûrissent, on va dire, je pense qu'ils voient aussi la valeur et le gain de ces outils-là, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, je pense que ça vient de l'expérience. Puis au bout d'un moment, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, au bout d'un moment, j'étais fatigué juste de développer. Et donc, de tout le temps changer de framework, toutes les modes aussi qui passent. Mais c'est marrant parce que tu viens de me faire réaliser un truc, franchement. Et alors, je sais pas si je devrais le dire, mais j'ai l'impression quand même, et j'ai pas de stats, mais dans la communauté no-code, là, dans la communauté no-code France, on a de plus en plus de devs qui viennent. Et je pense qu'ils sont tous assez âgés, entre guillemets. Ouais. Je veux dire, je m'inclus dans les gens âgés, ou je sais pas, on a à peu près le même âge. Et franchement, en fait, oui, je pense qu'il y a une corrélation. Et je pense qu'on voit jamais de jeunes qui sortent de bootcamp, etc., venir parce que, ils sont encore dans cette un peu, j'allais dire illusion, c'est pas très sympa, mais un peu ce truc de. Et dans les écoles d'ingénieurs, c'est pareil, quoi. Donc. Tu vois, je vois par exemple, donc Integromat, Zapier et compagnie, leur gros avantage, en fait, c'est du mashup d'API. Si tu veux faire ça en dev, il faut que tu te coltines la doc de chaque API. Franchement, c'est une tannée à lire les docs d'API, quoi. Et je prends celle-ci que moi j'utilise beaucoup, parce qu'on l'utilise beaucoup chez Cosa Vostra.
Il y a une intégration dans Integromat qui fonctionne assez bien, mais qui est quand même très limitée par rapport à tout ce que peut faire celle-ci. J'ai dû me coltiner la doc de l'API de celle-ci. Alors déjà, l'API de celle-ci, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est pas bien conçue. Je suis désolé s'il y a des gens de celle-ci qui m'écoutent, mais vraiment, j'ai vraiment, faut le dire. Hein. J'ai vraiment un bif avec leur API. Leur doc, c'était insupportable, et du coup, j'ai dû dans Integromat faire des appels API spécifiques pour appeler le truc de. Juste ça m'a cassé les pieds et ça m'a fait réaliser que si j'avais dû coder moi-même toute l'intégration d'API de celle-ci, toute l'intégration d'API de Padrive et compagnie pour faire la même chose, mais en fait, j'aurais abandonné au bout d'un moment parce que c'est une tannée. En fait, ces docs d'API, c'est insupportable. Et le fait que des outils comme ça te permettent de pas avoir à le lire, mais tant mieux, quoi. D'ailleurs, moi, je trouve que sur le sujet des docs d'API, en fait, c'est aussi un bon moyen de voir les boîtes où je pense que tu as quand même des équipes techniques un peu sérieuses et tout, qui prennent à cœur d'avoir une belle doc. Ou bon, après, en plus, maintenant, ça commence à pas mal se standardiser et tout, versus d'autres, ou je sais pas, enfin, je sais pas, après, c'est peut-être un critère complètement arbitraire, mais c'est vrai que moi aussi, je m'offusque pas mal quand même des... Sinon, on ne ferait pas d'API tout court. Et puis voilà, quoi. Il faut pas faire les choses à moitié, quoi. En fait, il y a beaucoup ce truc-là où tu te dis, bon, maintenant, tout le monde doit le faire, tout le monde doit offrir des possibilités de se connecter et tout, mais tout le monde ne le fait pas bien, quoi. Mais je pense que c'est aussi, t'as des boîtes qui vont créer leur API from scratch, qui du coup vont faire un truc dégueulasse, et t'as ceux après qui vont utiliser des protocoles connus, qui vont utiliser peut-être même des modules entiers qui vont te créer ton API. Parce que dans les frameworks principaux, t'as des modules qui te créent ton API avec toute la partie visible et la doc qui va avec. Donc, si t'as compris l'intérêt de récupérer des choses faites par des gens qui le maintiennent et où toi t'as rien à faire, je pense que t'as plus de chances d'avoir une bonne API que si tu veux encore tout faire toi-même, quoi. Aussi, ouais. Non, carrément. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, c'était passionnant. On a évoqué plein de sujets. Où est-ce qu'on peut te suivre globalement sur les réseaux, etc. Je mettrai les liens, mais où est-ce que l'endroit où je suis encore le plus actif, ça reste Twitter. LinkedIn, j'accroche pas des masses. J'y suis. Si vous m'envoyez un truc, je le verrai parce que je déteste avoir une notification, donc j'irai le voir. Mais je suis plus actif sur Twitter. Ok. Et pas que avec ton bot. Et pas que avec mon bot, exactement. Ok. Bon, bah écoute, je mettrai tous les liens, toutes les choses dont on a parlé, et puis évidemment le lien vers ton podcast. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Alex. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur le channel Podcast Contournement sur le Slack de No Code France pour qu'on en discute. N'hésitez pas à réagir, poser toutes vos questions. J'ai peut-être oublié de poser des questions. D'ailleurs, comme Bruno a parlé d'Integromat, je vous précise quand même qu'on a une formation Integromat qui arrive, ou qui sera déjà peut-être publiée au moment où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez plus tard. Voilà, donc c'était vraiment, moi j'ai adoré surtout toutes ces insights autour du rôle du responsable des opérations, cette vision aussi du dev par rapport au no-code, tout ça, c'était absolument passionnant. En plus, en tant qu'auditeur vraiment de génération do it yourself, j'avoue que j'étais assez impressionné d'être dans les studios où ils enregistrent et aussi où Bruno enregistre son podcast. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote un peu. Quand même, j'ai vécu au cours de cet enregistrement le plus grand moment de honte de ma vie. D'ailleurs, je remercie Bruno d'avoir été très compréhensif. Quand on a commencé l'enregistrement, vous l'entendez peut-être d'ailleurs dans l'enregistrement, en fait, après que Bruno soit présenté, au moment où je devais reprendre la parole, j'ai fait une fausse route. Donc dans le jargon technique, ça veut juste dire quand on avale de travers, quoi, dû à des problèmes d'œsophage que j'ai en ce moment. Bon, bref, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, même si après les épisodes, vous savez que j'aime bien parler un petit peu comme ça de manière libre. Et donc je me suis étouffé littéralement pendant 5 minutes. C'était très très étrange. Voilà, j'ai besoin de le raconter comme ça pour aussi un petit peu exorciser ce moment, de ne plus avoir ce stress. Mais voilà, bon, ça m'est arrivé déjà quelques autres fois dans la vie, mais pas au cours d'un enregistrement d'un podcast. Et c'était vraiment très bizarre, c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie, je pense. Heureusement, il y avait de l'eau, et heureusement, surtout, Bruno était très sympa et m'a mis à l'aise, et on a pu reprendre, et je pense que ça s'entend pas trop dans la suite de l'épisode, même si moi, ça m'a vachement perturbé, j'avoue. Heureusement, j'avais vraiment très bien préparé cet entretien, et donc j'avais toutes mes questions, j'avais un peu mon déroulé, et puis de toute façon, il y avait tellement de choses intéressantes que c'était juste très facile de rebondir. Ça, c'est un petit peu l'avantage des podcasts, c'est qu'on a juste à poser les bonnes questions, et puis après, c'est les gens qui font le travail. Mais voilà, donc je me suis étouffé dans les bureaux, dans le studio de Cosa Vostra, et j'ai survécu heureusement, et donc vous pouvez écouter cet épisode.
Et d'ailleurs, j'ai pu constater à la fin de l'épisode 79 que pas mal d'entre vous écoutaient ces petites sessions où je dérive un peu à la fin. Je vous en remercie. Donc voilà, maintenant ça va devenir peut-être un petit gimmick. N'hésitez pas, si vous avez écouté ça jusqu'au bout, à m'envoyer un petit message avec un petit sushi. Voilà, ce petit moment de fun introduit par Stan dans la saison 6. Voilà, donc ça va devenir notre petit rituel de fin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On reprend le rythme évidemment maintenant, donc vous aurez 10 épisodes toutes les semaines, enfin un épisode toutes les semaines pendant 10 semaines, la durée de la saison. Ça va un petit peu fonctionner comme ça. J'ai déjà planifié en fait, contrairement à ce que je faisais avant, là j'ai planifié les 10 prochains invités, enfin les 9, puisque vous avez découvert le premier aujourd'hui. Je les ai invités, on a tout planifié et donc ça va se dérouler au fil du temps. J'essaye à chaque saison maintenant de faire un mix. Donc vous avez des gens, des profils très différents, des gens qui utilisent des outils no-code, des gens qui ont lancé des projets, des gens qui sont dans les ops, des gens qui sont dans des assos, des gens qui sont des éditeurs. Voilà, il y aura un petit peu de tout ça dans cette saison. Le prochain épisode, je l'ai déjà enregistré, il est encore une fois génial. Je ne vais pas vous dire le nom de son invité pour vous faire un petit peu de suspense, mais parce que franchement, je suis vraiment très très content qu'il ait accepté d'échanger avec moi. Et voilà. C'est autour d'un outil qu'on aime beaucoup, je vous laisse deviner lequel. C'est quelqu'un qui travaille chez cet outil, mais c'est quelqu'un aussi que vous connaissez sûrement si vous suivez un petit peu la communauté no-code anglophone. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez essayer de deviner, vous pouvez m'envoyer un message, ça me fera plaisir. Celui qui devine, si un de vous devine qui est le prochain invité, avant évidemment la date de diffusion, eh bien, je sais pas, je vous enverrai des stickers ou quelque chose que vous voulez. Vous avez droit qu'à un seul essai par contre, parce que sinon c'est trop facile. Allez, j'arrête, ça fait déjà 4 minutes que je parle. Je vous remercie d'avoir écouté vraiment jusqu'au bout cette fois, et je vous retrouve la semaine prochaine.